Ce programme vous est présenté par Ma. Alors, étant un ancien haut fonctionnaire du FMI, le FMI, ce n'est pas une structure qu'on pourrait applaudir au Cameroun, avec tout ce que le FMI nous a fait subir comme plan d'ajustement structurel, comme crise qui nous est tombée la plupart du temps un matin comme ça là. Mais est-ce que politiquement, ce n'est pas un peu compliqué que quelqu'un qui a travaillé au FMI, avec tout ce que le FMI a fait subir et continue à faire subir comme pression, que ce soit sur le domaine de la gestion du budget, de tout ce qui est financier au Cameroun, est-ce qu'il n'y a pas un petit problème quelque part? Je vais vous dire une chose. Hein. Ou alors, est-ce que ce n'est pas le FMI qui vous envoie donc finir le travail qu'ils n'ont pas pu finir normalement? Non, je ne suis plus au FMI, vous êtes juste un retraité. Non. Généralement, ce qui se passe, hein, je le sais par expérience, les gouvernements ne disent pas la vérité à leur population. Ce qui se passe très souvent, on ne va pas au FMI parce qu'on veut. Souvenez-vous, pour ceux qui ne sont peut-être moins jeunes, le président Biya lui-même, il avait dit à plusieurs reprises qu'on n'ira pas au FMI. Il avait dit ça. On le lui a rappelé. En fait, les pays ne vont pas au FMI parce qu'ils ont envie d'y aller. Ils vont au FMI parce qu'ils ont déjà des problèmes. Et maintenant, politiquement, comme ils ne peuvent pas dire que c'est eux qui sont à la source des problèmes, ils préfèrent blâmer une autre institution. Mais ce n'est pas le FMI qui fait le problème par derrière? Non. Généralement, ce qui se passe, c'est que les pays ont déjà des problèmes sérieux. Ils ont des déséquilibres macroéconomiques, c'est-à-dire qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Une dette qu'ils ne peuvent plus payer. Des fonctionnaires qui ne peuvent plus payer. Hein? Donc, comme ils ne veulent pas faire parfois ces réformes eux-mêmes, parce que c'est politiquement compliqué, ils vont au FMI. Bien sûr, parfois ils disent non, faites. Comme ça, publiquement, ils blâment. Le FMI. Parce qu'ils savent que le FMI ne pourra jamais parler. Parce qu'on a un devoir de raison. Mais on sait ce qui se passe. C'est que ces gouvernements, très souvent, savent que ces réformes sont nécessaires. Mais comme elles sont impopulaires, il faut bien blâmer quelqu'un d'autre et se cacher derrière cette autre personne. C'est vraiment ce qui se passe. Vous n'allez pas dire que le FMI est... Non. Il est blanc comme neige. Non. Attendez. Vous pouvez poser la question au FMI. Ils sont à Washington. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que... Quand, par exemple... Non. Attendez. Valérie, regardez. Vous venez au FMI quand vous savez que vous ne pouvez plus payer vos fonctionnaires. Hein? Et quand on regarde les chiffres, on voit les revenus d'un tel niveau, on voit les dépenses d'un tel niveau, on voit la dette d'un tel niveau. Regardez le Cameroun. On paie déjà le service de la dette, il est à 2 000 milliards de francs CFA. 2 000 milliards. C'est le double de ce qu'on dépense dans l'éducation. Allez regarder le budget de 2025. Vous voyez déjà que vous avez un problème dès le départ. Maintenant, comment résoudre ce problème en minimisant les douleurs pour les populations? Parce que vous êtes venu déjà avec un problème. Maintenant, vous voulez qu'on vous aide à vous en sortir en minimisant la douleur. Mais il y aura toujours la douleur. Parce que vous étiez à un niveau déjà qui ne vous était plus soutenable. Voilà pourquoi vous êtes allé au FMI. Je peux vous dire, aucun pays n'a envie d'aller au FMI. Aucun. Généralement, ceux qui y vont, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Ou bien parce que le FMI est foncièrement mauvais. Non. Que chaque fois que tu y vas... Non. Parce qu'on y va... Chaque fois que quelqu'un y va, ça finit mal. Non. On y va parce qu'on a des problèmes de balance de paiement. On a des problèmes économiques déjà. C'est-à-dire que tu viens déjà avec les problèmes. Mais chaque fois qu'on y va, les problèmes s'empirent, toujours. Je ne sais pas, ça c'est vous qui le dites. Moi, mon expérience, c'est que dans certains domaines spécialisés, comme la mobilisation des revenus, il y a eu des succès dans beaucoup de pays, la mobilisation des revenus. Parce que ce qu'on voit là, c'est généralement on parle du FMI quand il y a crise, mais en fait, l'essentiel du travail du FMI, c'est dans l'assistance technique, en fait. Et très souvent, ce sont des succès dont on ne parle pas. Parce qu'on parle toujours des trains qui ne sont pas à l'heure et jamais des trains qui sont à l'heure. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que quoi? C'est que notre pays, pour revenir au Cameroun, on a choisi un mauvais modèle. Et je vais le changer. Une fois président, justement, on n'aura plus besoin du FMI. Okay. Parce que ce qui est en train de nous pousser à aller tout le temps vers le FMI, c'est qu'on a un modèle étatique. Mauvaise gestion. Mauvaise gestion déjà qui est là, mais également un modèle étatique. C'est-à-dire où tout doit passer par l'État. Il n'y a pas de mécanisme ou de plateforme de financement du secteur privé, notamment des jeunes entrepreneurs comme vous. Oui. Et ça, c'est crucial pour qu'une économie fonctionne. Il faut que les Valéries du Cameroun, puissent trouver des financements facilement. Et vous savez, vous ne pouvez pas trouver des financements facilement. C'est très compliqué. Voilà pourquoi la première des choses que je ferai, c'est ce téléphone-là.
Je mets une plateforme financière où les actions ou les titres pourront se vendre à 500 francs. L'État lui-même va donner le bon exemple. Parce qu'il va lever des titres, là, les bons du Trésor de 500 francs. Il va les émettre. Chacun d'entre vous pourra acheter les bons du Trésor. Vous avez 200 francs, vous achetez 2. Hein, vous avez 500 francs, vous achetez 5. Voilà, comme ça, l'État lui-même va se financer cela. Et comme ça, il va donner le bon exemple aux entreprises. Donc, si l'État lui-même commence à faire ça, les entreprises aussi vont commencer à faire ça. Voilà comment on n'aura pas besoin d'aller au FMI. Regardez, je vous ai dit, on va peut-être en parler tout à l'heure. Ces dernières années, ce que le Cameroun a emprunté du FMI et de la Banque mondiale était autour de 3 500 milliards de francs CFA. Dans les téléphones là, dans le téléphone qu'il a là, on a 25 000 milliards. On avait 25 000 milliards en 2023, on va être autour de 30 000 milliards maintenant, dans nos téléphones. Voilà pourquoi j'insiste sur les téléphones. Et ça, quand je dis 30 000 milliards, je n'inclus pas ceux qui n'utilisent pas les téléphones dans les zones rurales, je n'inclus pas la diaspora. Donc dès que vous les incluez, on n'a pas besoin du FMI de la Banque mondiale. On peut financer notre économie, nos entreprises sans ces institutions. Ok, sortons de la politique pure avec cette préoccupation. Si vous êtes président de la République, vous connaissez le principe d'équilibre régional au Cameroun, vous allez le maintenir ou pas? Je vais essayer de promouvoir la diversité des Camerounais sans tourner le dos au mérite. C'est une équation un peu difficile. Concrètement, oui. Mais c'est pas mal. Non, c'est difficile. Ce que j'introduirai, c'est une obligation pour l'État et toutes les structures, qu'elles soient privées ou publiques, de produire chaque année un rapport sur la diversité de leurs employés. Et c'est ce rapport lui-même. La diversité va inclure la dimension langue parentale, parce que le concept d'ethnie est un peu flou. J'utilise plutôt le concept de langue, parce que nos langues, on les connaît très bien. Donc, la dimension langue parentale, c'est-à-dire langue ethnique, mais aussi la dimension genre. Et donc, lorsque l'État lui-même, lorsque les gens eux-mêmes, les dirigeants des structures, vont même faire ces rapports, ça va les pousser, à mon avis, à corriger le tir et à s'assurer qu'on préserve un certain équilibre de la société camerounaise dans les recrutements. Mais je vais aller au-delà de ça. Je vais aussi m'assurer que déjà, dans nos comportements, on voit la diversité de notre pays comme une richesse. Parce que pour l'instant, on voit ça d'un point de vue négatif, alors que c'est une richesse. Donc, je mettrai sur pied un principe fondamental dans la Constitution, que le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Et donc, ce n'est pas que la question anglophone que je vais mettre dans la Constitution. Je vais mettre ça comme principe fondamental. 2, je vais valoriser toutes nos communautés ethnoculturelles en faisant quoi? 1, en les reconnaissant. 2, en construisant pour chacune d'elles des musées ethnoculturels qui vont pérenniser leur culture, leur histoire, toute leur richesse ethnoculturelle. Il y aura un musée dans leur région d'origine, mais il y aura également un musée pour chacune de ces communautés à Yaoundé, le symbole des institutions. Parce qu'il faut déjà que symboliquement, on se voit comme unis dans notre diversité et que cette diversité soit pour nous une source de richesse. On a près de 200 à 300 ethnies, donc il y aura près de 200 à 300 musées ethnoculturels déjà à Yaoundé. Ça. Oui. On pourra passer toute l'année juste pour visiter ça. Yaoundé va devenir une ville de musée. Non, absolument, parce que c'est un symbole, c'est ça notre identité. Si on a 200 musées à Yaoundé. Non, où est le problème? Non. Peut-être pas, c'est pas mieux d'avoir un grand musée. Non, on peut. Super grand musée. Oui, mais à l'intérieur, il ne faut pas mélanger. Il faudra. Oui, bien sûr, il y aura. Oui, c'est ce que je veux dire. Mais on dit ça, c'est tel bâtiment ou tel groupe de bâtiments, c'est le musée ethnoculturel de telle communauté ethnoculturelle. C'est ce que je veux dire par là. OK. Et donc, ça, c'est le deuxième aspect. Je vous ai parlé de l'aspect des rapports sur la diversité. Ça, c'est le troisième sur lequel je veux agir. Mais également la plateforme pour l'actionnariat populaire dont je parle, pour le financement de l'économie. Il va aussi permettre de mettre fin à ces histoires de tribalisme. Parce que n'importe quel Camerounais entrepreneur pourra lever des fonds à travers cette plateforme. Et dans cette plateforme, il y aura une obligation de ne jamais mettre le nom ou le genre de la personne qui lève les fonds. Il ne faut pas mettre le nom, parce qu'à travers le nom, on sait d'où tu viens. Oui, le genre non plus. On va juste mettre les diplômes de la personne et l'expérience professionnelle. Voilà. Donc, par exemple, un jeune entrepreneur
qui sort de l'école d'informatique, qui veut lever des fonds. Bon, il n'a peut-être pas d'expérience professionnelle, mais je sais qu'il a son diplôme. Bien sûr, la banque qui émet des titres en son nom a vérifié que c'est authentique, mais la banque ne va pas mettre son nom, la banque ne va pas mettre son genre, et le jeune pourra lever ses fonds facilement. Voilà donc un peu près les 4 dimensions vers lesquelles je vais travailler. Au niveau des concours, je vais supprimer les concours dans les écoles. Là où la terme, comme on dit au quartier. Non. Ça, c'est dans les concours là. Non, justement. Justement que le principe d'équilibre régional. Non. Déjà, moi, je vais supprimer les concours dans les établissements, les écoles publiques, parce que ça donne lieu à la corruption. On va, les examens, disons, du terminal, de la classe terminale, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Alors, c'est plus les concours qui donnent accès aux grandes écoles. Non, justement. Les NAM, justement. les MIA. Non, justement. On va mettre fin à tout ça parce que c'est là où il y a la corruption. Ici, je veux pousser les élèves de classe terminale à travailler bien au premier trimestre, au deuxième trimestre, au troisième trimestre. Et chaque école, grande école de l'État, aura son système de pondération. Les examens du premier trimestre seront comme les examens officiels. Deuxième trimestre, la même chose. Troisième trimestre, la même chose. Et je vais supprimer tous ces examens comme on fait sur 2 ou 3 jours, là, le bac et tout le reste. Non. Ça, ce sont les examens que vous allez passer. Et l'État, par exemple, le diplôme du baccalauréat, aura la pondération. Les notes du premier, troisième, deuxième et troisième pourront être prises en compte pour déterminer la note finale du baccalauréat. Donc, il n'y aura plus cet examen supplémentaire. Les concours, idem. Les établissements vont dire là, en début d'année, les établissements qui font des concours, là, les établissements de l'État. Le privé peut faire ce qu'il veut. Mais les établissements de l'État vont dire, voici ma pondération que je mets sur cette note-là. Et à la fin du troisième trimestre, après l'examen du troisième trimestre, chaque établissement va calculer sa pondération pour les élèves. OK? Si dans la pondération de tel établissement, tu as 14, voilà ta note. Et maintenant, là où je vais essayer d'équilibrer, jouer avec l'équilibre régional, c'est de dire, OK, je veux promouvoir la formation de tous les Camerounais dans toute leur diversité, mais en même temps, je ne veux pas tourner le dos au mérite. Ce que je dirais, c'est que pour qu'une catégorie défavorisée puisse ne pas être prise, pour qu'une personne de la catégorie défavorisée puisse ne pas être prise, il faut que la moyenne du dernier candidat de la catégorie, entre guillemets, favorisée, qui a été pris, sa moyenne doit être supérieure d'un certain écart, d'un certain nombre de points à celle de la personne qui n'a pas été prise. Qu'est-ce que je veux dire par exemple? Prenons 2 catégories, X, Y. Okay? Ils sont 100. Enfin, il y a 50 places. Même nombre au départ. 50 places pour chaque catégorie. Je me concentre pour bien écouter parce que c'est technique. Oui, c'est important. Il y a 50 places. OK? Ils sont au même nombre. 50 places pour chaque catégorie. Si, disons, la catégorie X a déjà pris ses 50 places, on ne va pas fermer la porte à la 51e personne. Mais on va lui dire, pour qu'on te prenne, il faut que ta moyenne, la 51e personne, soit supérieure d'un certain nombre de points à la moyenne de la dernière personne, de la première personne de la catégorie Y qui n'a pas été prise. Si par exemple, ajouter une place? Non, on ne va pas ajouter une place en tant que telle. On va lui dire, les 50, ce n'est pas vraiment une limite. Si par exemple, la première personne de la catégorie Y qui n'a pas été prise, sa moyenne était de, disons, 12 sur 20. OK? Mais elle n'a pas été prise. Pour que la personne de la catégorie X, qui a déjà épuisé ses 50 places, la 51e personne soit prise, il faut que cette personne-là ait au moins 13,5 sur 20. OK. Ouais, ou 14 sur 20, pour que tu sois pris. Okay. Comme ça, on va un peu allier le mérite et notre contrainte de diversité. Oui. Parce que, regardez, dans le système anglo-saxon, ils n'ont pas les notes quantitatives comme nous faisons. Enfin, ils les ont, mais ils classent les gens par lettres. A, B, vous pouvez avoir 85 sur 100 et 87 sur 100, vous avez tous les deux la même lettre A. C'est un peu cette idée-là que j'introduis. Bon, voilà. OK. Bon, on est sorti de la politique. On revient à quelque chose de plus simple. Art et culture. Donc ça, c'est mon domaine. Et là, je ne suis pas sûr que vous serez aussi à l'aise qu'en économie et tout ça là. On va voir. Bon, alors, est-ce que vous avez une idée de l'état des lieux de la culture au Cameroun? Oui, en partie, au moins.
Hein, je sais que quand je regarde le problème de la culture, généralement, je l'analyse sous, disons, 5 dimensions. Je regarde 1, le potentiel, 2, la préservation, 3, la formation, l'enseignement, 4, l'activité et 5, le côté légal. OK? Sur chacun de ces 5 axes, on est en dessous de la moyenne. Prenons le potentiel. Quand on regarde nos voisins nigérians, ils sont beaucoup trop loin. On aurait dû mieux faire. Hein? Sur le potentiel, on n'est pas en dessous. Non, mais ils font beaucoup, on ils est, font beaucoup on est en plus dessous sur autre chose. Non, attends. Sur le potentiel. Non, on n'exploite pas bien notre potentiel. Oui, là, sur l'exploitation, oui. mais le potentiel, il est là. Oui, non, je dis le potentiel est là, je dis. Je dis les politiques n'exploitent pas. Je défends mon corps de métier, attention. Non, je ne parlais pas dans ce sens en fait, Valérie. Non. Je disais qu'on n'exploite pas bien ce potentiel. Okay. Parce qu'il est là déjà, effectivement, comme vous dites. On ne fait pas comme nos voisins, hein, ou qui ont une politique active. Les grands voisins du Nigeria. Oui. Une politique active de promotion de leur culture, qui essaient de la valoriser et qui sont surtout fiers de qui ils sont. Hein, ça, c'est important. Nos frères nigériens, il faut l'avouer, ils sont fiers de qui ils sont. Et moi, j'aime voir ça. Okay? Ça, ce potentiel-là, il faut travailler encore là-dessus. Et là, on est en dessous de la moyenne. Point de vue préservation, on revient sur ces affaires de musées ethnoculturels. Prenons là où nous sommes, et toi, Becky. Ce nom-là n'est pas donné au hasard. Il y avait quelque chose ici qui a conduit à ce nom. Idem pour Vorada, Vorbi, ainsi de suite. Bien sûr. Où sont les musées qui préservent cette histoire, cette richesse? C'est ce dont je vous parlais. Là, on est proche, on ne sait même pas si on a 5 sur 20. C'est crucial. Hein, que vous venez à un endroit, vous ne savez même pas de quoi il s'agit et quelle est l'histoire de cet endroit. Ici, on sait que Yaoundé, c'était le village de quelqu'un. Tout à fait. Et Yaoundé est en train de changer. On n'a rien fait pour préserver l'héritage, la richesse de ce peuple qui était là à Yaoundé. Donc, c'est le village. On sait seulement que le nom veut dire quelque chose. Donc là, on a moins de 5 sur 20. Et je vais corriger cela très vite. Problème de la formation. Est-ce qu'on a des écoles de musique, des écoles de formation de musiciens, des écoles de formation d'artistes, comédiens, tout le reste? C'est une science, ça s'apprend. C'est une technique, ça s'apprend. Bon, on a la chance d'avoir des talents innés, naturels. Mais ça n'a pas été perfectionné. Initiatives privées. Voilà, mais l'État n'a rien foutu, n'a rien fait dans ce domaine. Troisième axe, c'est vraiment du zéro. Enfin, peut-être pas du 0 sur 20, mais c'est moins de 5 sur 20. Okay? Allez-y. On a un ministère de la culture, mais je me demande bien, mais pourquoi on ne met pas l'accent sur ce genre de choses? Parce que, 1, ce sera une source de fierté pour nous. 2, ça va nous aider dans cette affaire de tribalisme. Parce que lorsque tu vois la richesse culturelle de ton voisin, même si ce n'est pas ton groupe ethnoculturel, tu apprends à apprécier. Tu sais qu'il y a du lourd derrière, il y a du riche derrière, il y a du joli derrière. Hein? Et ça va nous aider énormément dans cet aspect d'équilibre régional, de cohésion sociale. Je compte régler tout ça avec comme les musées ethnoculturels. Les 5 axes dont je vous parle là, je vais agir là-dessus, sur les 5 dont je parle. Génération d'activité pour les artistes. Il faut générer de l'activité pour eux. Ça, c'est le 4e. Ce que je compte faire, c'est de travailler à travers le ministère de la Culture avec les artistes pour voir comment on peut générer de l'activité toute l'année pour ces artistes. Sans nécessairement leur donner l'argent public. Je mettrai sur pied une entreprise populaire. Début, hein. Nous donner l'argent, c'est déjà un bon début. Non, on peut organiser. Non, il y a beaucoup de. Nous-mêmes, on a beaucoup d'idées. Non, il y a les événements dans une république. Il y a les événements nationaux où on peut mettre les artistes en collaboration et en profiter pour les rémunérer. Et il y a des musées où on peut dire tous les samedis, tous les week-ends, on anime tel musée pour mettre en valeur tel groupe ethnoculturel. Okay? Les gens, les comédiens, ils vont ainsi de suite. Il y a je mettrai sur pied ce que j'appelle la Société africaine de tourisme, une entreprise populaire qui va promouvoir le tourisme au Cameroun et en Afrique. Et je mettrai sur pied une plateforme qui va permettre justement à cette entreprise de travailler avec les artistes et utiliser des formules de package, parce que les touristes aiment ça. Quand ils viennent comme ça, il y a des moments de détente, ils ont besoin de se détendre, ils ont besoin de visiter, ils ont besoin de... C'est là où les artistes seront mis à contribution. Donc, c'est un package. Mais c'est une dimension, la 4e dont je vous parle, c'est une dimension sur laquelle je vais également travailler, mais cette fois-ci en collaboration avec les artistes. Il y a le 5e axe, qui est l'axe légal, les droits d'auteur, tout le reste.
Et là, généralement, le Cameroun a de bonnes lois sur le papier. Hein. Vous avez dit, nous sommes tous des... On a fait l'école, il y a les longs crayons. on n'applique pas. On a ça, il y en a. Justement. On a généralement de bonnes lois, mais on ne les applique pas. Ouais. Donc, je verrai dans quelle mesure, avec les artistes, on peut vraiment améliorer les choses, solidifier les choses. Mais la numérisation va beaucoup aider. Bien sûr. Parce que la technologie est en train d'aller dans le sens de la numérisation. Et avec la numérisation, il est plus facile de contrôler les droits d'auteur. Et la numérisation de l'État et la numérisation de l'économie va vraiment beaucoup aider. Donc vous voyez, sur ces 5 dimensions, on est encore en retard, mais il y a de l'espoir parce que les solutions sont assez simples. Il y a de l'espoir, effectivement. Voilà. Je ne suis pas aussi nul que vous voyez. Ouais, je vois ça, mais attention à la question suivante. Est-ce que vous avez des amis artistes? Est-ce que vous allez voir des spectacles? Et combien d'artistes vous connaissez? Combien d'artistes humoristes? Vous êtes chez un humoriste. Attention. Et combien d'artistes humoristes vous connaissez en dehors de Valérie Ndongo? Ça serait trop facile de me citer en plus. Vous m'avez enlevé ma réponse. En dehors de Valérie Ndongo. Parce que vous êtes très bien débrouillé pour parler de l'art. Mais ça, vous êtes intellectuel au FMI, vous travaillez sur des fichiers, vous avez des lectures transversales et tout. Mais maintenant, est-ce que vous connaissez donc les gens qui font ça? Connaître personnellement, non. Mais des noms. Suivre, Bon, non, des noms. Non, suivre. 4 noms d'humoristes. Ok, 4 noms d'humoristes. Il y avait Narcisse Koukam à l'époque. Narcisse Koukam. Ok, bon. Ça, qui sont encore vivants, il est vivant. Non, il est vivant. Ça passe. Il y a, je recadre bien. Il y a Moustique. Moustique, Moustique ça fait fait 2. rire, hein, y compris son sketch avec Jean-Michel dans la tombe là. Et il y a Fingon Tralala. Ça fait 3. Oui. 3. Bon, Dave Kemokto, il est un peu âgé maintenant. Mais il est vivant, ça fait 4. Ça fait 4. Bravo, parce que... Bravo, vous êtes... si ma mémoire est bonne, vous êtes le premier à citer autant d'humoristes. Franchement. Et vous avez vu tous ceux qui sont passés avant vous. Et la plupart ont cité 2, 3. Et certains n'ont pu citer personne. Donc bravo. Ça veut dire que vous ne... Je suis président. Monsieur le Président, ça veut dire que ce n'est pas du pipeau. Hein, parce que si vous nous connaissez, je pense que vous allez réellement penser à nous si vous êtes président. Non, je peux dire, moi, il y a des... j'avais Narcisse Koukam là. Il y avait quand il imitait le président, un discours présidentiel une fois. Il y avait un sketch que j'aimais beaucoup. Antonio Narcisse Koukam, non, le président, Narcisse il disait, le président dit, hier nous étions au bord du gouffre. Aujourd'hui, nous avons fait un grand bond en avant. Excellent. Je n'ai jamais oublié ça. Excellent. Il y a bien sûr aussi Dave Kemokto, qui se moquait souvent des hommes politiques. Oui, bien sûr. J'ai pensé à eux. Oui. Donc, mais je ne suis pas ce politicien dont parle Dave Kemokto. Moi, je ne fais pas de promesses, je dis exactement ce que je fais, comment je veux le faire. Okay. Entrons rapidement sur la rubrique Faits divers. Il y a une actualité sur le net qui a défrayé la chronique, l'assassinat de bébé Mathis, qui a été quelque chose de très violent, surtout parce que ça a été hyper médiatisé. Est-ce que vous avez pris position? Est-ce que vous avez parlé dans vos réseaux sociaux? Quel est votre commentaire par rapport à cette actualité-là? Oui, je l'ai suivi, mais je n'ai pas fait de commentaire spécifique parce que c'est un peu délicat. C'est une douleur familiale, c'est une douleur personnelle. Et moi, généralement, je ne veux pas utiliser ce processus électoral pour ce genre de choses. En tout cas, pas directement pour cela. Mais ça... Les hommes politiques, tous ou presque, se sont abstenus de commenter. Pourquoi? Parce que vous avez peur? Non, pas directement. Non, pas directement sur l'affaire, parce que il y a l'aspect personnel et l'aspect d'un enfant. Moi, je ne veux pas être vu comme quelqu'un qui veut profiter d'un drame familial, d'un petit enfant pour faire de la politique, politicienne. Mais le drame révèle au moins 2 choses. Premièrement, qu'un adulte qui, à cause d'une dispute avec un autre adulte, s'en prenne à un enfant, c'est gros quand même. On a perdu le sens des valeurs chez nous. Moi, quand j'étais petit, que je refusais d'aller à l'école. Parfois, ça m'arrivait. Ah. Oui. Il y a un autre adulte, quand ma mère me traînait là pour aller à l'école. Donc vous êtes humain, ça va. Monsieur. Ça m'a rassure. Non, j'étais un enfant difficile à un moment, pour l'école. Pour même que quand j'ai continué jusqu'au doctorat, elle me dit que tu arrêtes quand? Elle est décédée maintenant. Elle me dit, tu vas arrêter quand? Je dis, non, c'est toi qui voulais que j'aille à l'école. Non, je vais à l'école. Laisse-moi aller à l'école. Donc, non,
l'adulte, un adulte, quand il me traînait à l'école, je ne voulais pas y aller, un adulte me prend dans la main, madame, rentrez à la maison, je vais l'amener à l'école. Il m'amène à l'école. Ouais. C'est-à-dire, c'était l'époque où les adultes avaient le sens des valeurs. Et les adultes avaient le sens de ce que représentait un enfant en Afrique et dans la tradition africaine. Et qu'un adulte aille s'attaquer à un enfant généralement, pour moi, c'est quelque chose vraiment de scandaleux. Et ça montre qu'on a perdu beaucoup de nos valeurs africaines. Et ça, on doit refaire ça. On doit retourner en arrière. Et je vous parlais des musées ethnoculturels, de notre histoire, de nos traditions. Il faut que dans l'enseignement qu'on va inculquer à travers ces musées, qu'on apprenne aussi aux gens que dans la tradition africaine, l'enfant avec certaines valeurs. Ça manque, c'est parti. Il y a un deuxième aspect de ce problème. C'est qu'apparemment, il n'est pas mort sur place. Il est mort peut-être parce que les secours ne sont pas arrivés à temps. Et il y a eu peut-être des retards à un moment. Là, il faut voir dans quelle mesure on peut améliorer notre système de réponse à ce genre de drame, de prise en charge de ces situations-là, y compris les sapeurs-pompiers et tout le reste. Moi, je pense que si on avait eu un système de réponse rapide, suivi médical rapide, peut-être l'enfant ne serait pas mort. Il serait peut-être resté avec les séquelles. Mais on ne sait pas. Je crois qu'il est mort sur le coup quand même. 3 coups de couteau, il est mort sur le coup. Il est pas mort sur le coup? Ok, il est mort à l'hôpital. Oui. Donc, il y a un problème normalement. L'essentiel des soins aurait dû être fourni parce que les médecins urgentistes savent identifier ce genre de choses très rapidement. Généralement, quand la situation est critique, ils ne déplacent même pas l'enfant. Parce qu'on vous dit même parfois, quand il y a un accident, ne déplacez pas les personnes. Laissez les spécialistes venir régler ça directement. Parce que vous déplacez, en fait, vous risquez d'aggraver. Donc je ne sais pas si techniquement, d'un point de vue purement médical, on a fait les choses dans les standards internationaux. Ça, c'est peut-être à revoir. C'est peut-être une leçon pour les réformes qu'on va faire dans le système. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et troisièmement, il y a le côté judiciaire. Apparemment, j'entends qu'on menace les avocats qui essaient de défendre la famille ou quelque chose comme cela. C'est très compliqué. Voilà. Ça ajoute un drame sur le drame. Justement. Et là, vous dites quand même, il y a un problème. Quand on menace quelqu'un, un avocat, qui fait son travail, et deux, il essaie de rendre justice à un enfant, qu'on en soit à le menacer, ça veut dire qu'on a un sérieux problème dans ce pays. Je sais qu'on tabasse les avocats, ainsi de suite. Avec moi, on ne pourra plus avoir ce genre de choses. Parce qu'une telle situation, au moins, la justice va agir. Et les avocats pourront être sereins que justice sera rendue pour cet enfant. Et la force de la loi, toute la rigueur de la loi s'appliquera aux personnes responsables de ce drame. Et aussi, oui, et surtout aussi, qu'on va tirer les bonnes leçons du point de vue médical. Est-ce qu'on a vraiment bien fait les choses du point de vue médical? Il faut qu'on revoie ça. Et aussi et surtout, l'une des choses qui ajoute encore du feu à ce drame-là, c'est, on va dire, le silence un peu complice et presque coupable de la justice, qui ne parle jamais aux populations, qui agit, on va dire, entre guillemets, dans ses bureaux, mais sans jamais rendre compte aux populations, sans parler de... Le procureur n'a pas dit qu'il est saisi de l'affaire, on nous a dit qu'il est saisi de l'affaire, le juge, il a instruit son affaire. Il n'y a pas de communication officielle de la justice au Cameroun. Est-ce que vous, président de la République, vous trouvez ça normal que la justice de votre pays ne communique pas officiellement sur qu'est-ce qui se passe en ce moment précis? Il faut distinguer deux choses. La justice, c'est-à-dire les juges eux-mêmes, et le ministère public, c'est-à-dire le procureur. Et ce n'est pas la justice. Okay? Donc la justice, elle a un devoir de neutralité. On est innocent jusqu'à ce qu'on soit prouvé coupable. Donc je ne pense pas qu'elle peut se prononcer. Parce que son travail est technique. On suit la procédure, les éléments sont entrés dans le dossier, il y a des audiences, on prend la sentence. Le ministère public, lui, ou la police, je dirais, peut faire des commentaires. Voici ce qu'on a trouvé, voici ce qui s'est passé. Mais il faut qu'on fasse attention parce que le devoir de présomption d'innocence lie les mains des personnes impliquées dans le processus judiciaire. Mais le procureur, je pense que lui, il a cette flexibilité. Lui peut dire, bon, voilà les rapports de police que j'ai eus, les rapports médicaux que j'ai eus, voici ce qui s'est passé, voici la violation de la loi
que je vais mettre en avant lors de la procédure. La personne a accusé de tel. Bon, voilà, ça s'arrête là. Mais je ne pense pas que même un procureur, le ministère public, doit aller au-delà des aspects techniques de cette question. Au moins Parce ça que, déjà. Oui, là, il doit. Au moins de parler aux gens pour dire voilà. Et il faut aussi un accompagnement, je pense qu'il faut un accompagnement psychologique, médical de la famille également. Parce que ça laisse des séquelles, ce genre de choses. Bien sûr. Et peut-être même trouver un moyen de les protéger. Bien sûr. Donc il y a tout un travail qui aurait dû être fait et qui n'a pas été fait. Avec moi, comme président de la République, on n'aura plus jamais ce genre de choses. Parce que il faut qu'on soit objectif. Mais cet enfant aurait pu être le mien. Bien sûr. Quelqu'un d'autre. Bien sûr. Et parfois, on a l'impression que ceux qui sont au pouvoir oublient que ce qui arrive aux autres peut aussi un jour leur arriver. Tout à fait. Voilà. Okay. Alors, on va faire une pause. On va faire une pause pour prendre les questions du public qui est, j'espère, impatient de poser quelques questions. Donc, cher public présent dans ce studio, vous avez l'occasion de poser des questions. Alors, n'oubliez pas, ceux qui sont étudiants, qui sont déjà diplômés, que si jamais demain il est président, préparez vos CV. Comment dire au quartier? Manono. Hein? Est-ce que vous avez quelques questions dans le public? Bonsoir monsieur. Bonsoir. Je suis Steve Michel, jeune entrepreneur et activiste politique. Je suis âgé de 22 ans, délégué virtuel au sommet de la jeunesse 2025 de la groupe de la Banque mondiale. Ma question elle est très simple, vu l'institution de notre nation, de notre pays, comment comptez-vous battre le RDPC aux élections? Moi, je suis sûr d'une chose. 90%, mais je dirais même 99% des militants du RDPC ne voteront pas pour le RDPC s'il y a une offre alternative crédible. Il faut qu'ils connaissent la personne aussi déjà. Non. On a le temps de faire campagne. Hein. Il reste 4 mois. Juin, juillet, août, septembre. On peut parcourir le pays. Là, maintenant, nous sommes en pré-campagne. Les gens n'accordent pas encore suffisamment d'attention à ces questions. Il y a les projets de société. Il y a également le fait que les Camerounais, même ceux du RDPC, vivent les mêmes réalités que tout le monde. Vous croyez que les militants du RDPC sont contents? On voit certaines images, on a vu au nord, on a vu dans certaines localités, où ils ne sont pas du tout contents. Hein? Ils en ont marre, et c'est normal. Le problème, c'est que très souvent, il n'y a pas d'alternative, offre concrète, crédible. Et moi, je l'apporte. J'apporte cette offre concrète et crédible et simple. Les solutions sont très simples. Et je n'ai aucun doute que je pourrais les convaincre. Maintenant, il y a un aspect qu'on ne maîtrise pas, c'est la fraude électorale. La fraude. Là, j'ai écouté ce que vous avez dit aux jeunes là. Prenez vos cartes. On est seulement, d'après les chiffres de l'Écam, on est seulement 8 millions. Le Sénégal avait 7,5 millions de personnes inscrites sur la liste électorale. Alors que le Sénégal a presque la moitié de la population du Cameroun. Donc ça veut dire que nous pouvons atteindre les 15 millions. Et n'oubliez pas qu'en 2018, le vainqueur, entre guillemets, de l'époque, n'avait que 2,5 millions de voix. Malgré la fraude, tout le reste. 2,5 millions seulement. Si nous sommes 15 millions à aller voter en octobre, la peur change de camp. La peur change de camp. Le peuple ne doit pas croire qu'il est impuissant. Non. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne pensez. Prenez votre carte d'électeur et prenez les dispositions pour aller voter massivement en octobre. Et il a dit une autre chose. Surveillez votre vote. Il y a des initiatives de la société civile qui visent à surveiller le vote du peuple. Surveillez votre vote. Et je vous dis que le changement est possible. Le changement dans la paix, il est possible. Parce que l'idée ici, c'est quoi? C'est de leur apporter la population en masse, le jeu de foot, pour qu'ils aient peur. Parce qu'au Sénégal, ne vous faites pas d'illusions, ils ont voulu tricher. Depuis le début, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall, ils ont voulu le faire. C'est la pression populaire qui les a fait reculer. Ici, si on se dit qu'on a perdu le match avant de l'avoir joué, on va le perdre. Si on refuse d'aller au stade, parce qu'on dit que l'adversaire va tricher, écoutez, il va gagner proprement sur tapis vert. Donc ne laissons pas l'adversaire gagner sur tapis vert.
je vais battre le RDPC si jamais il présente un candidat. Parce qu'il n'est pas exclu que moi, en candidat indépendant, le RDPC finisse par me soutenir. Ce n'est pas exclu. C'est possible. Beaucoup d'autres partis. Les gens croient que si je suis candidat indépendant, il n'est pas exclu que beaucoup de partis me soutiennent, y compris le RDPC. Parce que moi, je vais ouvrir le jeu pour tout le monde. Il a bien dit tout à l'heure, il n'a pas vraiment de parti politique. Donc, il n'est pas un politicien, entre guillemets. Il ne fait pas la politique politicien. Il ouvre le jeu pour tout le monde. Il est crédible. Techniquement, il est solide. Voilà. Essayons, on va voir ce que ça va donner. Donc, ce n'est pas exclu. Donc, je ne suis pas dans une dynamique de parti politique, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je suis dans une dynamique de projet de société. Je veux convaincre tous les Camerounais. Je veux parler à tous les Camerounais, y compris ceux du RDPC. Je vous ai dit tout à l'heure que je leur donne 5 sur 20, mais ce sont nos frères et sœurs. On va se moquer de temps en temps, mais à la maison, on sait qu'on est frères avec eux. Voilà. Une autre question? Bonsoir, docteur. Moi, je suis Ntama. Je suis à l'Institut des Relations internationales du Cameroun en fin de Master 2, ayant au préalable une licence en sciences politiques et un Master 1 à l'Université de Douala. Oui, je voudrais savoir, je vais essayer de vous prendre sur vos mots, parce que Nidji, l'État est le plus froid de tous les monstres froids. Il ment froidement en disant « moi, l'État, je suis le peuple ». Vous avez parlé de la source, on va prendre le terme cooptation, parce qu'on a coopté André-Marie Mbinda, on a coopté Amadou Ahidjo, on a coopté Paul Biya. Donc je voudrais savoir, selon vous, est-ce que la cooptation est un avantage ou alors peut être un désavantage dans notre société? Parce que si on prend l'effet de causalité avec la cooptation, ça peut mener à ce qu'on appelle la médiocratie qu'on vit aujourd'hui dans notre pays. Et moi, vraiment, je prône la méritocratie. Mais on constate que dans notre pays, on est plus dans le cadre de la médiocratie. Et en lisant dernièrement, j'ai vu un terme qui se rapprochait de cela, la méritocratie, qui signifie la représentation d'un État où il y a plus de membres incompétents. Et vous-même, vous avez dit que vous donnez la note de 5 sur 20 à notre gouvernement. Donc, que pensez-vous de la cooptation pour notre État? La deuxième question, vous avez un peu relayé le JAR. Je ne suis pas sûre que j'aurai la chance de lire votre ouvrage, parce que très souvent c'est assez coûteux, les ouvrages scientifiques. Mais je voudrais savoir si dans votre ouvrage, vous avez parlé de... Parce que nous sommes dans le cadre des ODD, Objectifs de développement durable. Oui, et l'article 5, ou alors l'objectif 5 dit qu'il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle la parité, ou alors l'égalité des genres. Et vous avez parlé du genre de façon un peu subtile, comme si ce n'était pas très intéressant. Pourtant, même les Nations Unies voudraient qu'il y ait cette égalité de genre pour promouvoir l'évolution de chaque État. Et le Cameroun était signataire. Donc, qu'est-ce que vous prévoyez pour l'égalité des genres dans notre société? Parce qu'à vue d'œil, de façon, une observation peut-être directe ou indirecte, je fréquente à l'Institut des Relations internationales. Il y a eu près de 10 directeurs, mais il y a une seule femme qui était directrice. Est-ce que c'est parce que les femmes sont incompétentes ou alors nous sommes toujours dans cette société androcentrique où c'est le phallus qui domine? Le deuxième constat, j'ai fait un stage académique au MINREX et tous les directeurs n'étaient que des hommes pour prouver encore que c'est le phallocentrisme. Également, on va partir sur le dernier exemple, la Cour suprême, où nous sommes dans un intervalle fermé entre 75 et 82 représentants des membres de la Cour suprême, où on ne voit que 21 femmes sur un intervalle de 75 à 80. Donc, je ne sais pas si dans votre ouvrage, vous avez vraiment pris des dispositions pour pallier à cela, parce que c'est un domaine dans lequel je m'intéresse en particulier à l'IRIC. Oui, merci. Okay. Merci. C'est bien, c'est bien. La femme ne blague pas. Non, ça se voit qu'elle est. C'est justement la preuve que quand on donne des chances aux femmes, on peut avoir beaucoup de choses. Ce qu'elle dit là, je commence par la cooptation. Le problème de la cooptation, c'est un peu comme le problème des quotas là, dont on parle. C'est qu'il pose un risque de mettre de côté le mérite. Vous savez, l'avantage d'une démocratie, c'est quoi? Comme on fait là? C'est que vous devez convaincre les gens. Ouais. Pour les convaincre, il faut montrer que vous avez du concret. C'est un peu ce qui m'a poussé à écrire le livre de 500 pages pour
et d'apporter des solutions concrètes aux Camerounais pour les convaincre que je mérite leur choix. Okay? Maintenant, si dans le système électoral, il y a la fraude et tout le reste, c'est une forme de cooptation. Et c'est la catastrophe. Et on risque de continuer avec ce système. Vous avez bien fait de soulever ces exemples. Si ces leaders avaient eu la pression populaire, on les aurait jugés sur le mérite. Ils auraient été obligés de bien travailler. Même ce régime, la RDPC, s'ils n'avaient pas le contrôle des élections, ils auraient bien travaillé. Voilà pourquoi j'insiste dans mon projet de société que, quel que soit le cas de figure, le gouvernement n'ait plus le contrôle de l'élection. Parce qu'il est juge et parti lors de l'élection. Et si le gouvernement sait que je n'ai plus le contrôle de l'élection, il ne va plus s'amuser. Ouais. On n'a pas échoué parce qu'ils sont vraiment incompétents, hein, non. Le Cameroun a eu des gouvernements qui étaient pleins de professeurs d'université. Hein. Ouais. Parmi les pires. Ils étaient tous pleins de professeurs d'université. Posez-leur une question dans leur domaine, ils sont calés techniquement. Hein. C'est juste qu'ils n'ont pas la pression populaire. Et c'est ça le problème de la cooptation, c'est que quand tu utilises ce concept ou quand le problème des quotas, et tu mets de côté le mérite, tu ne mets plus la pression sur les dirigeants. Ils n'ont plus l'obligation de résultat. Et donc, ils entrent dans d'autres considérations qui n'ont rien à voir avec le résultat que le peuple attend d'eux. Donc, la réponse courte, cooptation, pas du tout. Maintenant, je vois un peu le lien que vous faites avec le genre. Dans ma politique pour promouvoir l'égalité des genres, je mettrais plutôt un système d'incitation, pas de cooptation. Sauf à la Cour suprême, parce qu'elle aura un rôle fondamental. Et là, dans mon projet de société, je dis qu'il faut... La Cour suprême sera formée de 5 juges, dont au minimum 2 hommes et 2 femmes. Minimum. Là, c'est arrêté dans la Constitution le genre. Les jurys populaires qui pourront juger les juges seulement. C'est 9 membres, dont au minimum 4 hommes et 4 femmes. Minimum. Ça, c'est arrêté dans la loi. Pour les gouvernements, je propose, je crois, un maximum de 25, donc au minimum 5 femmes. Minimum, ça c'est le minimum. C'est 25 ? Oui, minimum. Je ne dis pas que ce sera le chiffre final. C'est juste pour garantir. C'est trop bas. Non. Voilà pourquoi j'ai parlé de minimum. Parce que, voyez-vous, je suis là. Non. Concrètement, en politique, je suis là, je vis là-dedans maintenant. Vous avez besoin de soutien. Et les gens qui vous soutiennent le font matin, midi, soir. Ils travaillent avec vous. Ils se sacrifient pour vous. Okay? Moi, j'invite les femmes à rejoindre mon équipe. J'invite beaucoup de femmes à rejoindre mon équipe. Et nous sommes en train de l'agrandir. Il y a quelques femmes, mais il n'y en a pas encore beaucoup. Et c'est le maximum, ce sera combien? C'est 25? Non, le maximum peut aller même à 25. Mais où est le problème? Si jamais ceux qui te soutiennent, ceux qui t'aident, sont essentiellement des femmes, pourquoi tu ne vas pas les prendre? Le problème ici, c'est que quand vous êtes en politique, vous ne pouvez pas gagner seul une élection présidentielle. Et il vous faut des soutiens dans les 10 régions, dans tous les départements. Et en fonction de ces soutiens, vous voyez avec qui vous allez travailler au gouvernement. Donc il y a une dimension politique là-dedans. Parce que si on veut réussir, il faut déjà que ce soit des gens qui croient au projet de société que je veux mettre en œuvre. Ceux qui sont avec moi, ils croient déjà. Ils y croient déjà, ils croient à ces réformes, ils sont d'accord avec ces réformes. Okay? Maintenant, il y a également un aspect incitation. Donc pour le gouvernement, je ne peux pas garantir qu'il y aura égalité dans ce domaine-là, parce que ça va dépendre de ceux qui me soutiennent. Et là où je suis, j'ai besoin de soutien politique, qui vont se mobiliser pour moi, qui vont aller faire campagne pour moi, qui vont se battre dans les médias pour moi. Et ça, c'est crucial. Ces choses-là, ce n'est pas aussi facile qu'on le croit. Mais je mettrai un système d'incitation qui est dans la Constitution, où déjà l'État a des incitations financières pour les partis politiques. Dans la Constitution, je dirais que les élus, l'État donnera de l'argent aux partis politiques par élu, mais les élus femmes et les élus issus de certaines minorités ethniques auront 25% de plus. Donc c'est une forme d'incitation pour les partis politiques à essayer de promouvoir les femmes. Une discrimination positive, comme on l'a dit ailleurs. Pas vraiment discrimination positive. C'est pas une discrimination en tant que telle, c'est plus une incitation. Parce que les partis politiques peuvent refuser. Ils disent, vous 25%, gardez-les, je m'en fous. Ils peuvent dire. Cameroun. Vous savez pas, ils sont peut-être riches. Un parti politique qui va dire non à l'argent de l'État. 25% de plus. Bon, 25% de plus. Peut-être 30%. En tout cas, on va voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une incitation financière pour les partis politiques à promouvoir les femmes en action. L'autre aspect sur lequel je vais travailler, je vais parler tout à l'heure des concours.
Le genre sera une dimension que je vais prendre en compte. Hein? Quand je vous ai parlé du XY, là, c'était en fait, c'était le modèle. Dans le livre, en fait, l'exemple que je pense, c'est l'exemple homme-femme. Donc, il y aura cette dimension-là. Donc, il faut que nos grandes écoles aussi promeuvent les femmes, les forment, pour qu'elles, justement, elles soient un peu dans le circuit de la formation, que plus tard, qu'il y ait suffisamment de compétences femmes dans toute notre économie, dans tous les domaines, pour que ce soit facile de les recruter. Mais un autre aspect qui est important, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais obliger toutes les structures, qu'elles soient publiques ou privées, à publier tous les ans. Pas publier nécessairement, ou au moins envoyer à l'agence sur la diversité, parce qu'il y a une agence nationale pour le respect de la diversité. C'est une agence constitutionnelle d'ailleurs. Dans le livre, vous allez voir qu'il y a une agence pour la promotion de la diversité au Cameroun. Et cette agence va collecter de toutes les entreprises, publiques ou privées, ce rapport tous les ans sur la diversité. Il y aura la dimension genre qui sera importante. Pourquoi? Et l'État lui-même va publier. Celui de l'État, le rapport sera publié. Celui des entreprises privées, on ne va pas le publier, parce que c'est privé. Mais je peux vous dire qu'en tant que dirigeant, généralement, quand vous voyez vous-même votre rapport sur la diversité, vous voyez qu'il y a 0 femme dans votre équipe, vous commencez à vous gratter la tête. Ouais. On a un problème ici. Il y a un problème. C'est parfois, ça arrive parce que les gens ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas voir parce qu'on ne les oblige pas à publier les rapports ou à préparer les rapports. Voyez-moi, vous mettez ça devant un dirigeant, il voit son rapport sur la diversité. Il voit que tous sont de l'ethnie X, très souvent la sienne, 0 des autres. Tous sont des hommes comme lui, 0 femme. Vous dire que lui-même, son rapport va le gêner. Il va changer et ça va changer. Cette obligation va les pousser à changer. Donc, ce n'est pas un système de cooptation, ce n'est pas un système de quota, mais c'est un mécanisme qui fait en sorte que les gens eux-mêmes s'ajustent dans leur comportement de tous les jours. Et voilà comment je compte régler ça. Ok, on va prendre une dernière question. Il y a beaucoup de questions. Ah, beaucoup de questions. Ok, micro donné au monsieur. Yes. Ok, bonjour. Moi, c'est Simon Toué, plus connu dans les réseaux sociaux en tant que l'incompris. Bon, vous avez dit dans vos propos que vous avez travaillé au FMI, qui est un organisme politique, ou non, organisme international. Et récemment, on a Elecam qui a signé une convention avec l'Union européenne, si j'ai bonne mémoire. Est-ce que dans une période préélectorale aussi fâcheuse et surtout avec les tensions qu'on subit, parmi lesquelles la liste électorale qui n'a pas encore été diffusée et qui pose problème, est-ce que c'est normal que, avec ces tensions, que l'ELECAM, qui est un organisme entre guillemets national, qui est censé gérer les élections nationales du pays, est-ce que c'est normal qu'il signe une convention avec un organisme international tel que l'Union européenne? D'un point de vue légal, peut-être qu'il n'y a pas eu violation de la loi, parce que ces organismes, généralement, prennent de l'aide un peu partout pour le financement des élections. Donc, c'est quelque chose de régulier qui se passe souvent. Mais ce qui est regrettable, justement, ce qui est regrettable, c'est qu'il donne l'impression, au moins, en public, d'être complice d'un système électoral qui est décrié. Et généralement, bon, au FMI, on ne faisait pas de la politique, c'est vraiment purement technique, économique. L'ONU, elle fait de la politique. Et là, je pense que rien que pour les apparences, elle a donné l'impression de cautionner ce qui se passe, alors que des choses élémentaires, comme la publication des listes électorales, ne sont pas faites. Pour moi, c'est pour le moins maladroit, parce qu'il se montre complice d'un système et qu'il ne se démarque pas des faiblesses que les gens sont en train de décrier et peut-être même des tentatives de fraude en amont que les gens sont en train de décrier. Et pour moi, c'est vraiment décevant. Et c'est d'ailleurs pourquoi, moi, dans une de mes réformes que je propose, bon, le Cameroun ne pourra pas la faire seul, c'est que l'Afrique, dans son ensemble, pousse à une réforme profonde de la Charte de l'ONU, pour que cette institution arrête d'être
l'instrument de certains pays, des puissants, mais soit plutôt un instrument des peuples du monde entier. Donc, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler, mais moi, comme président de la République, je travaillerai avec les pays d'Afrique et peut-être les autres pays pour qu'on réforme cette charte, pour que cette organisation redevienne l'organisation des peuples du monde entier et pas l'organisation de certains États. Ce qu'ils viennent de faire là est pour le moins maladroit. Je ne sais pas ce qu'ils ont vraiment fait, mais moi, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, ce n'est pas sérieux. Okay. Non, je sais pas. Question suivante. Non, on va prendre la question suivante. Okay. On prend... OK. Je vous ai écouté et puis vous avez fait une très belle analyse sur l'électricité. Dommage, vous n'avez pas fait pour l'eau, mais moi je suis un pauvre. Et je vis dans les lobbies. Donc j'aimerais savoir si le peuple camerounais vous fait confiance. Est-ce que vous pouvez garantir avec vos compétences que le peuple camerounais va moins souffrir du manque d'eau et de l'électricité? Oui. Oui, je le garantis 100%, je le dis ouvertement. Je dis comment je vais le faire. Vous êtes là pour ça. Voilà. Le problème ici qu'on a, c'est le modèle qui est mauvais. Au-delà des questions de malversation, de détournement de deniers publics, il y en a eu. Mais ce n'est pas la plus grosse source de notre problème. Le problème, c'est qu'on a un modèle de financement qui est centré sur soit le financement de l'État, soit le financement de l'élite privée. L'élite privée, c'est comme ces milliardaires ou ces fonds de pension. Tout ça. Ils n'auront jamais, ni l'État, ni l'élite privée, n'auraient jamais assez d'argent pour régler cette affaire. Voilà pourquoi je propose un modèle de financement populaire, le modèle de 100 francs. Je lui disais tout à l'heure que là, en 2023, dans les téléphones, là, on avait déjà 23 000 milliards qui circulaient. Pour le secteur de l'électricité, les besoins de financement sont autour de 37 000 milliards. Si on veut que chaque Camerounais, avec la population de 30 millions qu'on a maintenant d'habitants, chaque Camerounais ait une puissance installée de 1 à 2 kW. Il nous faut à peu près 37 000 milliards, 60 milliards de dollars. Déjà là, l'entreprise Eneo devient une entreprise populaire. Les entreprises populaires, c'est quoi? Ce seront les nouvelles entreprises que je mettrai sur pied qui vont remplacer les entreprises publiques. Elles seront différentes des entreprises publiques parce que l'État ne sera plus actionnaire. Mais l'État se contentera de donner la direction stratégique de l'entreprise. Connais Eneo par exemple. L'État n'y est plus. Mais l'État peut lui dire, écoutez, je vous donne toutes les autorisations pour construire le barrage à tel endroit. Allez-y. Je vous donne toutes les autorisations pour faire ça. Développer le solaire ici, ainsi de suite. Mais vous levez les capitaux avec les téléphones. Vous émettez des actions de 100 francs. Vous vous assurez que tout le monde a accès à ces actions. Et ce que moi je fais en tant que président de la République, les pauvres dont vous parlez, je leur prête de l'argent pour qu'elles achètent des actions. Le pauvre n'aura pas l'argent directement. Le pauvre va juste avoir une allocation dans le budget. Dit, voilà, toi, tu as, disons, 15 000 pour acheter les actions d'Eneo. Donc tu achètes combien? 15 000, tu achètes 150 actions de 100 francs. Donc maintenant, tu fais partie du système de gouvernance d'Eneo. Tu contrôles Eneo aussi maintenant parce que tu es actionnaire. Tu assures que Eneo donne de l'électricité à tout le monde, y compris à toi, et trouve un mécanisme qui va assurer une certaine justice sociale dans le domaine de l'électricité. Voilà comment je règle ces problèmes. Ce que je fais là pour l'électricité, je le fais également pour l'eau, pour les routes, parce que l'État n'a pas besoin d'être là. L'État, lui, va se concentrer sur 5 secteurs. L'éducation, recherche et culture, dont je parle, premier secteur. Je les mets ensemble parce que les musées sont des écoles. Le social, c'est important. Ici, dans le social en particulier, je veux construire un peu partout les dortoirs publics pour que les gens puissent dormir dignement. Je ne veux pas voir les gens dormir dans la rue ou sous les ponts comme on voit en Europe. Il n'y aura pas ça au Cameroun. Les gens doivent pouvoir manger matin, midi et soir. Les restaurants publics, les orphelinats publics. Aucun enfant ne va errer dans la rue, comme les enfants qu'on voit dormir dans les cartons là, dans le marché. Non, il n'y aura pas ça au Cameroun. Non. C'est possible parce que l'État se retire de l'Ouest. Il réduit sa présence. Il se concentre sur là où on a besoin de lui, sur les secteurs où on a besoin de lui. Donc personne n'ira plus au Cameroun dire « Oh, je suis allé voler cette poule parce que j'avais faim ». Non, tu n'auras pas d'excuse. Va au restaurant, prends ton téléphone, enregistre-toi. Va au restaurant, tu vas manger. Tu vas aller dormir quelque part, va là-bas, tu vas dormir. Donc tu n'auras plus d'excuses. Parlez là des femmes.
les femmes ont un problème souvent dans le marché du travail. C'est que les congés maternité sont un coût pour les entreprises. On ne le dit pas, personne ne le dit ouvertement, mais c'est un gros problème pour les femmes. Moi, ce que j'introduirai dans la Constitution, c'est que les congés maternité, l'argent payé par les entreprises pour les congés maternité des femmes, pourront être utilisés comme crédit d'impôt par ces entreprises. C'est dans la Constitution. Pourquoi on n'échange plus ça? Comme ça, structurellement, on va enlever ce problème de congé maternité des femmes. Je mettrai une deuxième chose dans la Constitution, c'est que l'école va commencer à 3 semaines, mais ne sera obligatoire qu'à 3 ans. 3 semaines, pourquoi? Parce que si une femme veut retourner au travail, elle peut laisser le bébé dans sa crèche publique, dans une crèche publique. Donc les crèches deviendront des écoles. Je le mets dans la Constitution, pourquoi? Pour que si jamais l'État ne le fait pas, on le poursuit en justice. Donc c'est une manière d'obliger l'État à le faire, à construire les crèches publiques gratuites. Parce que dans la Constitution, les crèches publiques deviendront des écoles. Et donc comme l'État a l'obligation de donner l'école à tout le monde, l'État sera obligé de le faire. Parce que là, autrement, les gens vont le poursuivre en justice. Et là, il va perdre. Il ne peut pas gagner. Allez, donc voilà une deuxième disposition. Je ferai la même chose pour les personnes handicapées. Parce qu'il y a handicap et handicap. Ça dépend du handicap. Les entreprises qui vont engager les personnes handicapées pourront transformer le salaire qu'ils leur payent en crédit d'impôt en fonction du handicap. Okay? Et je mettrai sur pied 2 fonds importants. Dans le social, on est toujours dans le social. Je mettrai sur pied 2 fonds importants. Un, pour aider les gens à acheter les actions dans les secteurs stratégiques, comme je viens de parler, pour aider les pauvres à acheter les actions. Et 2, pour aider ceux qui sont moins pauvres à se redresser. Par exemple, un ingénieur qui perd son travail, il peut se redresser, il n'a pas besoin d'aide de l'État en tant que tel. Mais il a besoin d'un soutien temporaire qu'il va rembourser très vite pour s'ajuster, pour que ce ne soit pas une catastrophe. Donc, c'est un deuxième fonds que j'ai créé. Un, pour les pauvres, pour les aider à acheter des actions, et 2, un deuxième pour aider les personnes moins pauvres. Maintenant, je mettrai aussi sur pied un système d'aide directe aux ménages à travers les téléphones. En fonction des disponibilités de l'État, l'État pourra envoyer de l'argent directement aux pauvres. Parce que l'État aura l'information. À travers vos téléphones, vous faites votre transaction, l'État saura combien vous avez gagné, combien vous recevez. Et pour les pauvres, généralement, l'État pourra leur envoyer de l'argent. Ça, c'est le social un peu. C'est un peu costaud comme plan. Oui, à travers le phone, oui. Non, c'est ce que j'ai dit au début là. Non, c'est que l'État, la première action, c'est ça. Ce n'est pas aussi cher qu'on le croit. J'ai fait le calcul. C'est moins que ce qu'on dépense pour le service de la dette maintenant. Donner les téléphones à 25-30 millions de Camerounais, c'est moins cher que ce qu'on dépense pour les 2000 milliards dont je vous ai parlé. J'ai fait le calcul. Et là même dans cette formule-là, l'État peut payer les compagnies par mois. Ce n'est pas tout le montant qu'il va le payer. L'État peut leur dire, donnez les téléphones, je vous paye, disons, 50 milliards par mois sur 3 ans. On règle cette affaire. Ce n'est pas aussi cher qu'on le croit. Mais ces téléphones sont hyper utiles à l'État. Parce qu'il ne le fait pas pour vous, ce n'est pas la démagogie. Ce n'est pas le Dave Moktoy, là, non. Non. Parce que l'État a besoin que vous ayez des téléphones. Parce que le financement de l'État lui-même, les bons du Trésor de 100 francs, c'est comme ça qu'il va se financer. Lui aussi, il va profiter. Les entreprises vont profiter. Okay? Donc ça, mon plan est très simple. Troisièmement, le troisième secteur dans lequel tu vas, c'est la justice. Je vais tout numériser. Tout numériser et rendre le travail des juges un peu flexible parce qu'il appartiendra aux juges d'organiser les audiences. Ils pourront le faire à partir de chez eux parce que tout sera électronique. On n'aura plus besoin de déplacer les prisonniers pour les humilier comme on fait souvent là. Non. On peut te tuer en prison. Ton procès là, il y aura des salles aménagées pour conduire des audiences vraiment en visioconférence. Tu es là dans ta prison, on te juge. Si on te libère, tu quittes. Bon, on te garde, tu restes. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin de les traîner, les humilier avec le menottes là, non. Ça va finir. Et pour la justice, renforcer aussi la justice, je vais mettre sur pied un partenariat entre l'État et les avocats pour aider les personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir un avocat, à travers un système de points. Donc, un avocat qui est dans le partenariat gagne un procès, il a un certain nombre de points. Et en fonction des disponibilités budgétaires, tous les ans, l'État va donner des allocations par points aux avocats. C'est comme ça qu'il va les rémunérer. Pour encourager aussi les juges à traiter rapidement les affaires. Non seulement ils ont la flexibilité d'organiser les audiences quand ils veulent, quel que soit le jour, même les samedis, dimanches,
quelle que soit l'heure, même la nuit, si vous voulez vraiment traiter un truc la nuit rapidement. Ils ont la flexibilité, ils ont aussi des points de justice. C'est-à-dire que s'ils traitent un cas et le cas n'a pas été cassé par une instance supérieure, ils auront des points, il y aura une prime de justice qui leur sera versée. Ça, c'est pour encourager les juges à traiter les dossiers rapidement, pour que ce ne soit pas lent. Parce que c'est beaucoup de travail. Mais il faut les encourager à traiter les dossiers rapidement. Et ce que je ferai aussi sur la justice, sera de permettre aux juges de traiter les dossiers qui viennent de tout le Cameroun. Parce que tout sera électronique. Comme ça va aller vite. Il y a certains tribunaux qui sont submergés de travail, alors qu'il y en a d'autres qui n'en ont pas. Un juge qui sort à l'extrême nord peut traiter un dossier de l'extrême sud, parce que tout est électronique. Voilà comment je vais faire en sorte qu'on accélère tout ça rapidement et on numérise tout ça. Le quatrième domaine dans lequel l'État va travailler, c'est la sécurité, et le cinquième, la défense. Pour la sécurité, ce que je compte faire pour minimiser les coûts, c'est utiliser les systèmes de drones. Tous les commissariats auront des drones. Donc on fait la surveillance. Chaque commissariat fait la surveillance de son arrondissement à travers les drones. Ce n'est que lorsqu'il y a un danger qu'on envoie les policiers. Donc ça permet de réduire les coûts et de contrôler toute la région sans beaucoup de problèmes. Donc c'est ce que je mettrai sur pied. La défense, bon, c'est le travail habituel. Il faut sur ce point-là, moi, je pense je vais introduire un système de versatilité. Hein. Et ce que je compte faire, c'est de faire en sorte que les militaires, les gendarmes et les policiers ne soient plus des corps segmentés. Qu'un militaire a son corps d'origine, l'armée, mais il peut aussi avoir une formation de gendarme et de policier. Et ceux qui passeront ces formations avec succès auront une prime de versatilité supplémentaire. Donc, ce qui veut dire qu'en fonction des besoins, un militaire dont le corps d'origine c'est l'armée pourrait être utilisé à un endroit comme policier, le temps qu'on règle le problème, il revient à son corps d'origine. Idem pour les policiers, on fait l'inverse. En fonction des besoins. Comme ça, on va tripler plus ou moins la taille de nos forces armées sans dépenser plus. On va tripler la taille de nos gendarmes, de nos forces de gendarmerie sans dépenser plus la taille de nos forces de police. Ouais, c'est une versatilité que je vais introduire. C'est la principale réforme. Il y aura certains domaines où on aura besoin de cette versatilité. Parce que je vais introduire dans le système scolaire le transport scolaire, les bus. Et ce sont essentiellement les forces de l'ordre qui vont les conduire. Okay. Oui, parce que ce sera gratuit. C'est un service public pour que les enfants puissent aller à l'école facilement et en toute sécurité. Donc voilà donc ce que je compte introduire. Voilà, l'État vraiment retourne dans les 5 secteurs où on a vraiment besoin de lui. Le reste, les entreprises populaires, c'est-à-dire vous, lui, vous pourrez les gérer. Ce programme vous a été présenté par MA.